Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la FQP Occitanie pour partager cette fin de journée autour des prix régionaux qualité et du modèle EFQM. Donc, cette webconférence est organisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse-Haute-Garonne et l'ESCES, voilà, que vous aurez l'opportunité d'entendre dans quelques minutes. Donc cette webconférence, comme je disais, donc consacrée aux prix régionaux qualité qui sont remis annuellement par la FQP Occitanie. Et ce sera également l'opportunité de vous présenter un dispositif développé en partenariat avec l'ESCES pour vous accompagner, entre autres, dans l'obtention d'un prix qualité, mais aussi dans l'implémentation du modèle EFQM. Alors, j'aurai le plaisir, donc je me présente Patrice Garcia, donc je suis le délégué régional Occitanie du groupe AFNOR, mais aujourd'hui je suis là parmi vous en tant que membre du bureau de la FQP Occitanie, et donc j'aurai le plaisir de co-animer cette webconférence avec Eliane Pourteau. Peut-être tu peux te présenter. Oui, Eliane Pourteau, donc je suis membre du bureau et du conseil d'administration de la FQP Occitanie et par ailleurs je travaille donc à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse-Haute-Garonne en tant que chargée de mission qualité pour développer et sensibiliser les entreprises à toutes ces approches. Voilà, alors Eliane aura particulièrement la tâche de traiter les questions, voilà, que vous pourrez poser tout au long de la webconférence. Alors même si on sait bien que le distanciel voilà, ne favorise pas forcément l'interactivité, ceci étant, on va tâcher de la susciter. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Elles seront traitées par les différents intervenants. Bon, nous connaissons tous ces consignes que nous maîtrisons tous parfaitement. Donc voilà, s'il vous plaît, voilà, coupez votre vidéo, ça facilitera le passage des informations. Voilà, coupez vos micros. Et comme je le disais, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat prévu à cet effet. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots de présentation sur l'association France Qualité et Performance Occitanie, que peut-être certains ou certaines parmi vous ne connaissent pas. Donc, la FQP Occitanie est une association composée de professionnels qui œuvrent bénévolement pour promouvoir alors à la fois la qualité en tant que levier de performance pour les organisations et aussi pour voilà, promouvoir la fonction qualité comme une fonction stratégique au sein des organisations. Voilà. Donc quand on dit promouvoir, c'est au travers des entreprises, les convaincre que la démarche qualité est pertinente pour développer leur compétitivité, mais aussi promouvoir la qualité auprès voilà, des acteurs institutionnels en charge de soutenir le développement économique des entreprises. Donc la FQP, c'est aussi voilà, un partenariat avec des organisations. Donc vous en avez deux historiques, alors qu'on le représente avec Eliane et moi-même, donc la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et Lot-Garonne et le groupe AFNOR. Pourquoi ce partenariat historique? Ben, tout simplement, alors déjà un point commun, c'est que nous sommes tous les trois implantés en région Occitanie. Et puis le deuxième, c'est que nous sommes convaincus que la qualité est réellement un facteur de performance pour les organisations et nous sommes convaincus que si nous portons d'une même voix le même message et les mêmes croyances sur la qualité, ben notre voix portera davantage. Alors, l'ADN de la FQP Occitanie, c'est de proposer des lieux, des espaces d'échange pour permettre aux organisations, quelles qu'elles soient, publiques, privées, industrielles, de services, de pouvoir se rencontrer pour partager et échanger autour de la qualité. Alors, très concrètement, ces lieux d'espace peuvent être des événements. Donc, ça peut être des webconférences comme aujourd'hui. On espère très prochainement des ateliers en présentiel pour renouer avec notre tradition. Des événements à plus large audience, tels que des colloques ou encore le forum qualité et performance, j'en dirai deux mots tout à l'heure, ou bien encore des visites d'entreprise
Donc, le point commun de tous ces formats d'échange sont de vous réunir pour échanger, partager entre vous, mais aussi avec des experts qui vous amènent différents éclairages pour vous améliorer dans ces démarches-là. La FQP organise également des espaces de partage de bonnes pratiques, donc en comité plus réduit sur des sujets bien ciblés, tels que les clubs ou encore les qualités, les cafés qualité performance, ou encore la plateforme d'audit croisé Alter Ego qui permet aux organisations de partager leurs pratiques d'audit. Et puis c'est aussi, ça sera l'objet tout particulièrement de notre webconférence de ce jour, c'est de valoriser les organisations régionales qui font de la qualité une valeur durable. Et c'est en ce sens-là que nous organisons chaque année un prix régional qualité qui vient distinguer donc les entreprises régionales. Et nous en aurons un témoignage tout à l'heure. Alors, les événements que nous organisons sur 2022, vous les avez à l'écran. Je ne vais pas les parcourir tous. Voilà, j'en ai mis deux particulièrement en exergue puisque ce sont les deux prochains. Donc, le 10 mars, donc, nous aurons une webconférence consacrée aux parties prenantes, donc qui est un sujet alors, qui est plus nouveau, qui a été particulièrement introduit avec les nouvelles versions des normes de management, donc en 2015 l'ISO 9001, mais dont on voit qu'il y a encore à s'améliorer sur le sujet. Voilà, donc on aura des éclairages très intéressants sur, voilà, sur cette thématique, des exemples d'outils et aussi de méthodes. Le 5 avril, donc là nous organisons un colloque consacré aux démarches qualité, aux démarches d'excellence opérationnelles qui sont parfois opposés dans les organisations. Et lors de ce colloque-là, voilà, vous aurez des témoignages d'experts et d'entreprises qui vous partageront leurs pratiques et surtout la manière dont elles, dont elles associent les démarches systémiques de management de la qualité et les approches d'excellence opérationnelle type Lean Management pour en exploiter au maximum les complémentarités et les synergies. Donc cet événement-là sera en présentiel. Il devait être organisé le 14 décembre dernier, mais voilà, le Covid a eu raison de cette initiative-là. Mais comme on est pugnace, voilà, on a souhaité le maintenir en présentiel et on espère bien que le 5 avril, voilà, on aura l'opportunité de vous voir, j'ai envie de dire, en vrai. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la FQP si vous souhaitez y participer. Donc ça se fera au centre-ville à Toulouse, au palais consulaire, dans des locaux fabuleux. Donc voilà, on vous attend avec grande impatience. Et puis à la fin de l'année, donc nous aurons la 5e édition donc, du forum qualité et performance, donc, qui se tient tous les 2 ans et qui a le gros format. C'est le 2e événement en France consacré à la qualité. Après, j'irai derrière l'événement dédié à la délivrance du prix France Qualité, donc qui mobilise à peu près 250 professionnels pendant une journée sur la thématique de la qualité. Donc on est en train de, voilà, de travailler sur le sujet et le programme. Donc c'est actuellement trop prématuré pour, voilà, pour vous l'annoncer, mais voilà, il se déroulera très certainement fin novembre, début décembre, comme c'était le cas pour les 4 premières éditions. Et on espère là aussi vous voir très nombreux parmi nous. Et puis enfin, donc, vous aurez les instants qualité-performance, donc format d'1 heure, 13h à 14h. Le but étant d'échanger de façon très pratico-pratique. Donc, il n'y a pas de support d'intervention, il n'y a pas de présentation. C'est vraiment de l'échange entre pairs sur différents sujets que vous avez à l'écran et que je vous laisse prendre connaissance. Voilà. Alors, la FQP, c'est aussi la force d'appartenance à un réseau national. Donc faisons partie de l'association France Qualité Performance, voilà, dont la mission est également de promouvoir, mais au niveau national, la qualité, encore une fois, comme un facteur de performance. Donc, nous œuvrons en collaboration avec l'association France Qualité Performance pour, encore une fois, porter haut la voie de la qualité. Donc, voilà, je vous incite à aller sur voilà, nos sites respectifs sur lesquels il y a bon nombre d'informations qui peuvent vous éclairer tant sur nos activités aussi que sur des livrables. Et de ce point de vue-là, la FQP
je dirais, est assez généreuse. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à aller nous rendre visite sur nos sites internet. Et enfin, on a besoin de vous. Voilà. Comme on me dit souvent, plus on sera nombreux et plus notre voix sera entendue. Donc, participer à nos événements, c'est bien. Participer à la vie de l'association, c'est mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre en adhérant à la FQP, voilà, à Occitanie. Voilà, ça vous permettra d'avoir des petits services plus et aussi voilà, de pouvoir contribuer, si vous le souhaitez, activement à la vie de l'association. Donc encore une fois, n'hésitez pas, les adhésions 2022 sont ouvertes. Si vous avez des questions en ce sens-là, voilà, je vous ai indiqué donc l'adresse contact de la FQP. N'hésitez pas. Voilà pour ces quelques mots de présentation de la FQP. Alors, je vais continuer à prendre la parole. Donc, quelques mots sur le modèle EFQM. Pourquoi on vous parle également du modèle EFQM aujourd'hui? C'est parce que vous verrez, c'est un modèle d'évaluation sur lequel la FQP se base pour la délivrance des prix régionaux. Alors, modèle EFQM, de quoi parle-t-on? Donc, c'est un modèle qui a été créé fin des années 80 en Europe, voilà, à l'initiative de 14 entreprises, de grandes entreprises européennes, et aussi sous l'impulsion de Jacques Delors, qui était à cette époque-là président de la Commission européenne, qui souhaitait développer un modèle de management d'excellence des entreprises, mais avec, je dirais, la culture européenne. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les Américains avaient l'équivalent avec le prix Malcolm Baldrige et les Japonais avaient également une démarche équivalente avec le prix des Ming et les Européens ne souhaitaient pas, je dirais, pour des questions de souveraineté économique, de se voir imposer des modèles d'évaluation, je dirais, anglo-saxons ou au-delà. Et donc, c'est une raison de laquelle qui a poussé ces acteurs-là à développer un modèle de management de l'excellence à culture européenne. Donc, ce modèle est une propriété d'une fondation privée, donc la fondation EFQM, donc, qui comprend aujourd'hui plus de 500 membres. Donc, c'est un modèle qui est dynamique. Hein, donc, première publication en 92 et qui a été régulièrement révisé pour s'adapter de façon, je dirais, continue aux évolutions des organisations, mais aussi de la société au sens général. Et la dernière version a été publiée en 2020. Aujourd'hui, on dénombre un peu plus de 50 000 organisations qui utilisent ce modèle pour le pilotage de leurs activités. Alors, c'est un modèle qui s'adresse à tout type d'organisations, privées, publiques, secteur industriel, secteur des services, donc voilà, qui n'exclut aucune organisation. Alors, le modèle EFQM est un recueil de bonnes pratiques. L'objectif donc de la fondation EFQM n'était pas de faire une ISO bis, hein, mais plutôt de proposer aux organisations un recueil de pratiques performantes dont on parlera tout à l'heure, qui permet aussi donc un modèle qui permet de s'évaluer. Voilà, alors je ne rentrerai pas dans le détail, voilà, qui permet de s'évaluer sur 1000 points. Alors le but de s'évaluer, ce n'est pas forcément la note, mais ça permet surtout de pouvoir se comparer avec d'autres entreprises. Et en ce sens-là, donc la Fondation EFQM a tout un réseau d'entreprises et des temps d'échange sur lesquels elles peuvent échanger et benchmarker entre elles. Et puis de la même façon que la FQP, donc la Fondation UFQM, organise chaque année donc, les prix européens de l'excellence. Et pour la petite information, l'année dernière, nous avons une entreprise française qui a obtenu le Grand Prix européen et nous sommes d'autant plus fiers que c'est une entreprise toulousaine, voilà, qui entre autres est passée par le prix régional qualité de la FQP. Donc vous voyez, d'une petite ambition est né un grand projet et on en est très heureux et très fiers. Il s'agit de la société Sclé SFE, que peut-être certains parmi vous connaissent. Voilà pour cette carte d'identité. Alors, quel est l'objectif et l'ambition qui a été donnée au modèle EFQM?
c'est de proposer aux organisations, aux dirigeants, une démarche pour piloter leurs performances et les engager dans des transformations organisationnelles. Donc, en ce sens-là, la démarche FQM permet tout d'abord, on verra, de faire un diagnostic. On verra que l'une des particularités de ce modèle-là, c'est qu'il propose un outil d'auto-évaluation, voilà, qui permet d'identifier les forces et les faiblesses de l'organisation et aussi de pouvoir prioriser des axes de progrès et de transformation qui seront jugés prioritaires par l'entreprise et bien entendu de mettre les actions opérationnelles en œuvre pour, je dirais, atteindre les objectifs attendus. Et puis aussi, on verra qu'on parle de modèle d'excellence. L'excellence, c'est quoi? C'est s'assurer qu'on obtient les résultats attendus et surtout qu'on apprend. Alors, on apprend de ses réussites, mais aussi on apprend de ses échecs. Donc, on verra que c'est aussi un modèle qui vous challenge en ce sens-là. Alors, le modèle EFQM est structuré en deux. Alors, c'est pas deux parties, mais il y a deux éléments. Donc, le modèle en lui-même, donc qui va préciser les différents domaines d'action, voilà, sur lesquels vous allez devoir interroger vos pratiques, et un outil d'évaluation ou de diagnostic, donc un outil radar, donc qui va vous permettre, voilà, d'auto-évaluer vos pratiques selon une méthodologie définie dans le modèle. Donc, vous avez à la fois le modèle, voilà, qui précise les différents périmètres d'action et également l'outil d'évaluation associé qui va vous permettre, voilà, d'évaluer l'état de situation de votre entreprise au regard des différentes pratiques citées dans le modèle. Donc, c'est un petit peu ce qui fait la particularité de ce modèle-là. Voilà. Alors, le modèle FQM, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous donnerai tout à l'heure l'accès à un téléchargement libre du modèle version publique. Globalement, qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est un modèle qui va aider les dirigeants à se questionner. Donc, vous avez trois grands domaines. Un premier domaine intitulé orientation, qui va inviter les organisations finalement à se préparer, à se voir finalement comment elles se voient dans le futur. Voilà. On va notamment voir des questions sur quelle est la raison d'être, quelle est ma stratégie, comment je vois mon organisation dans les 5 prochaines années. Donc, elle va vraiment vous challenger sur ces dimensions, raison d'être, vision, stratégie et aussi culture d'entreprise. Deuxième volet du modèle de management qui va être finalement le volet opérationnel, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez clairement identifier votre raison d'être, votre stratégie, c'est finalement comment vous allez la mettre de façon opérationnelle dans votre organisation. Alors la dernière version du modèle FQM introduit, tout comme les normes de système de management, une notion importante qui est les parties prenantes. Donc, quand vous allez concevoir vos plans d'action, il va également falloir que vous puissiez aussi identifier très clairement, mais finalement, votre stratégie, vos plans d'action, quelles sont les parties prenantes qui sont concernées, quelles attentes de la part de votre organisation et quelle est la réponse que vous pouvez leur apporter par rapport à leurs attentes. Et puis, un troisième domaine d'action, voilà, qui est les résultats. Donc, encore une fois, je disais tout à l'heure, c'est un modèle d'excellence. Donc, on va s'intéresser aux résultats des actions opérationnelles que vous avez engagées. Donc, quand on dit résultats, c'est finalement quels sont les objectifs que vous êtes fixés, quel est leur niveau d'attente et aussi ces résultats-là sont-ils bien en adéquation avec les attentes ou les perceptions des parties prenantes de votre organisation. Donc, vous avez les trois grands domaines et ensuite, ces grands domaines sont divisés en critères et en sous-critères. Voilà. Donc, vous avez ici la vision, je dirais, globale 360 degrés du modèle d'évaluation. Voilà. L'outil radar, je vous dis que c'était la deuxième composante du modèle EFQM. Donc, le principe du modèle radar est de pouvoir identifier finalement quelles sont les forces et les faiblesses de votre organisation au regard de la stratégie et des enjeux qu'elle s'est fixée, et également de pouvoir
définir le niveau d'atteinte des résultats qu'elle s'est fixé et aussi des actions nécessaires pour les atteindre. Alors cette méthode radar, alors pour les familiers des systèmes de management, vous allez retrouver un petit peu le même principe que la logique d'amélioration continue, hein, le fameux PDCA, Plan, Do, Check, Act. Alors la particularité, c'est que ce modèle radar commence par les résultats, alors que le PDCA, on aurait plutôt tendance à penser qu'on va s'intéresser aux résultats à la fin, est-ce qu'une action est efficace? Là, le résultat, c'est ce qui va guider les actions. Donc la première finalement axe de réflexion que va avoir l'entreprise pour évaluer ses pratiques, c'est finalement quels sont les résultats que je souhaite atteindre. Le deuxième axe est l'axe approche. Une fois que les résultats sont fixés, finalement, quelle est la meilleure pratique pour atteindre ces résultats? Donc ça, on est vraiment dans la planification des actions. Donc là, on va plutôt évaluer le niveau de robustesse de l'action. Est-ce qu'elle est pertinente au regard des enjeux? Est-ce que les moyens et ressources allouées sont pertinents au regard du résultat attendu? Et après, on va regarder son niveau de déploiement opérationnel sur le terrain et aussi quel est le niveau d'agilité de l'entreprise au regard du déploiement de ces actions. Est-ce qu'elle est en capacité à pouvoir, je dirais, faire évoluer ses pratiques au fil de l'eau en fonction des aléas ou des opportunités rencontrées par l'entreprise? Et puis le dernier axe est l'axe apprentissage et revue. Alors apprentissage, pourquoi? C'est apprendre, comprendre finalement dans les actions ce qui a bien marché, comprendre pourquoi ça a bien marché pour pérenniser et aussi comprendre pourquoi les actions n'ont pas forcément atteint le résultat attendu pour engager des actions correctives. Voilà. Et puis le FQM, dans sa partie apprentissage, évoque aussi la logique de benchmark. Donc ça, c'est une pratique qui a du mal, qui n'est pas forcément évidente à déployer dans les organisations, mais le modèle invite à ce que vous puissiez vous challenger avec d'autres organisations pour aller systématiquement rechercher les meilleures pratiques. Si elles ne sont pas chez vous, elles sont peut-être chez les autres. Donc vous avez tout intérêt à un certain moment à vous ouvrir à l'extérieur et à regarder dans votre environnement les organisations avec lesquelles il serait intéressant de pouvoir se challenger. Voilà pour le modèle radar. J'en ai évoqué tout à l'heure avec le prix européen. Donc le modèle FQM permet des reconnaissances progressives. Donc ça peut être, voilà, si vous souhaitez vraiment implémenter l'approche FQM, vous avez des systèmes de reconnaissance, je dirais, progressifs en fonction de la maturité de votre organisation. Et on va voir tout à l'heure avec le partenariat à FQP SKS que ça peut être une bonne lampe de lancement pour ensuite pouvoir prétendre à ces systèmes de reconnaissance. Et puis enfin, et pour terminer le propos, c'est souvent une question qui nous est posée, c'est finalement EFQM et système de management, comment ça fonctionne dans les organisations. On est convaincu que là aussi, il y a des complémentarités et des synergies à exploiter et on aura encore une fois un retour d'expérience dans quelques minutes. Bon, simplement peut-être pour positionner ces deux approches, s'il fallait résumer, le modèle EFQM est peut-être plus approprié pour accompagner les dirigeants, les comités de direction dans la construction de leur vision et de leur stratégie globale, d'adopter des approches multi-parties prenantes, tout ceci pour impulser des projets de transformation. La logique étant de s'appuyer sur, comme je disais tout à l'heure, un outil d'auto-évaluation avec la méthode radar pour aller rechercher l'excellence dans les pratiques, voire de pouvoir se benchmarker avec d'autres organisations. Les systèmes de management sont plutôt une approche, on va dire, organisationnelle par domaine ou enjeu. Il y a la qualité. Est-ce que j'ai un enjeu qualité? Est-ce que j'ai un enjeu environnemental? Est-ce que j'ai un enjeu santé, sécurité au travail? Bien entendu, ça peut être une vision globale de ces enjeux-là. Il n'empêche que les systèmes de management sont plutôt une traduction opérationnelle sur la manière dont une entreprise va appréhender les enjeux et qui sont tout à fait complémentaires vis-à-vis du modèle de management, vis-à-vis du modèle EFQM. Si par exemple sur le FQM de la vision stratégique ressort un axe fort sur la qualité, ça va être une valeur forte
pour se positionner sur un marché ou pour conforter nos parts de marché, bon, ben la réponse opérationnelle sur comment offrir au marché un produit conforme à ses attentes, on va bien la trouver dans l'ISO 9001. Si dans la vision et la stratégie globale de l'entreprise, il y a un axe fort en environnement qui sort, pour X raisons, ça peut être soit parce que c'est une attente forte d'une partie prenante majeure de l'entreprise, soit parce que votre activité a des impacts forts sur l'environnement, ben, la solution opérationnelle pour déployer une démarche environnementale, vous allez la trouver dans l'ISO 14001. Donc, ça montre bien qu'il y a une complémentarité entre ces deux approches et ça peut aller dans les deux sens. On a des entreprises qui sont certifiées depuis plusieurs années et qui voient dans le modèle EFQM une façon de réimpulser une dynamique dans leur démarche de management, voire parfois de réaligner le système de management avec la vision et la stratégie de l'entreprise. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a jamais de mauvais moment ou de bon ordre pour pouvoir utiliser le modèle EFQM. Voilà, mais je pense que voilà, l'intervenant d'après le dira mieux que moi puisque lui le vit au quotidien. Voilà, et puis pour terminer mon propos, donc vous pouvez télécharger gratuitement donc, la version publique du modèle EFQM. Donc la version publique est une version synthétique, vous n'aurez pas la complétude du modèle. Ceci étant, vous aurez suffisamment d'informations pour vous faire une bonne idée sur le contenu et aussi sur l'intérêt que pourrait avoir ce modèle-là auprès de votre organisation. Voilà, ben écoutez, on en a terminé pour une présentation synthétique du modèle. Eliane, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que… Non, pas pour le moment. Bon. Non, non, je pense que les personnes attendent de voir un petit peu plus loin D'accord, très la bien. présentation. Donc, il n'y a pas de Alors, questions pour le moment. donc le modèle, je vous l'ai dit, EFQM est le modèle utilisé par la FQP pour challenger les organisations au prix qualité. Donc ces prix qualité sont organisés annuellement. Alors là aussi gradués pour pouvoir s'adapter à tous les niveaux de maturité des entreprises. Donc pour celles qui souhaitent faire un premier pas, faire reconnaître une bonne pratique, eh bien, vous avez les prix des bonnes pratiques, donc vous l'avez en bas à gauche. Pour les organisations peut-être plus matures, qui souhaitent une approche globale de leur organisation, dans ce cas-là, vous avez le prix régional qualité où vous avez une évaluation globale de votre organisation sous l'appui du modèle EFQM. Et puis enfin, pour les entreprises qui souhaitent aller encore plus loin et qui ont cette culture du challenge, vous pouvez vous comparer avec les meilleures entreprises françaises en postulant au prix qualité France Performance. Voilà. Donc vous avez les trois étapes qui vous sont proposées. Et on verra comment, encore une fois, avec le partenariat avec l'ESCES, comment vous pouvez aborder de façon facilitée donc, la première marche des prix des bonnes pratiques. Donc, prix des bonnes pratiques, enfin les prix, pourquoi c'est valoriser aussi vos équipes. On voit bien chaque année, lorsqu'on remet les prix régionaux, voilà, finalement, ça vient récompenser tout le travail de vos collaborateurs. Voilà, donc c'est pas négligeable dans un contexte qui est compliqué où les équipes ont été, je dirais, éclatées avec le télétravail, etc. Donc voilà, ça peut être l'occasion de rechallenger tous vos collaborateurs, voilà, sur l'obtention d'un prix, c'est pouvoir bénéficier d'une évaluation externe à valeur ajoutée. Donc, encore une fois, on s'appuie sur la méthodologie EFQM pour vous challenger. Et puis, c'est aussi l'opportunité voilà, de pouvoir communiquer et de valoriser votre entreprise voilà, au travers de différents supports que l'on pourra vous proposer. Et puis peut-être pour terminer, pour faire un focus sur les prix des bonnes pratiques dans cette première marche. Donc ce qu'on entend par bonne pratique, ça peut être alors, une approche, un rituel, un outil, un processus qui a fait ses preuves. Et quand on dit qui a fait ses preuves, donc c'est qui a apporté des résultats. Donc on va challenger votre pratique en regardant finalement quels sont les résultats que vous avez visés, quels sont les résultats que vous avez obtenus en intégrant les dimensions partie prenante, performance. Et on va également regarder de quelle manière elle est solidement ancrée
dans votre organisation. Voilà. Donc, vous avez ici les différents critères qui, je dirais, déterminent ce qu'est une bonne pratique. Donc, 3 axes, résultats obtenus. Est-ce que la pratique est solidement ancrée dans votre organisation et est-ce qu'elle a un côté, je dirais, d'exemple innovant, original à mettre en avant. Voilà pour cette première partie, je dirais, introductive sur le modèle et le prix régional. Et je vous propose maintenant de laisser la parole à Pierre-Alain Roger, donc président du groupe Etikad, voilà, une entreprise engagée sur la qualité, certifiée ISO 9001, qui est candidate au prix des bonnes pratiques qualité auprès de la FQP Occitanie. Donc, merci Monsieur Roger pour votre disponibilité. Donc, vous allez nous partager votre retour d'expérience sur à la fois la démarche qualité de votre entreprise et aussi sur l'usage du modèle EFQM que vous en faites pour piloter vos activités. Donc voilà, c'est rare de voir les dirigeants s'exprimer sur ce sujet-là. Donc on est très heureux de vous compter parmi nous. Voilà, donc je vous laisse la même. Alors, bonjour à tous. Vous pouvez me désigner comme présentateur du coup? Voilà, c'est fait. Ok. Non, forcément. Vous m'entendez? Oui, par contre, on ne voit pas votre écran. Alors, bien entendu, on a fait la répétition. Ah, ben voilà. Vous voyez mon écran là? Oui, par contre, mettez dans paramètres d'affichage, vous savez, voilà. Dupliquer. Voilà, il y a un petit temps et ça. Ah non, voilà. Parfait. Ah, c'est bon? Parfait, merci. Bon, eh bien, bonjour à tous. Je suis Pierre-Alain Roger, donc le président du groupe Etikad. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'entreprise. Vous voyez en fait le GoToMeeting qui s'affiche là? Non, très bien. Nous, on vous voit bien. D'accord. Du coup, le groupe Etikad, en fait, on a une expertise dans tout ce qui est gestion des plans des bâtiments. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 96 avec un logiciel de CAO, DAO pour tout ce qui est dessin de plan. Et donc, elle a été gérée pendant plus de 20 ans avec un couple. Et moi, j'ai racheté l'entreprise en 2019, en tout janvier 2019. Et quand j'ai racheté l'entreprise, on était à peu près 8 personnes. Aujourd'hui, là, c'est marqué qu'à 30, on arrive à peu près à 40 personnes avec une évolution de chiffre d'affaires entre 20 et 30% par an. Et là, on va être sur une augmentation de 60% d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc, moi, quand j'ai repris l'entreprise, en fait, ma grosse inquiétude, effectivement, c'est un gros investissement financier personnel. Et donc, du coup, je voulais me rassurer sur l'obtention des résultats réalisés par les équipes. Je savais que l'orientation de l'entreprise, c'était effectivement de grossir. Donc, je savais qu'on devait passer sous 3 ans à 20 personnes. Finalement, ça a été plus explosif qu'on ne pensait. Donc, du coup, on arrive aujourd'hui à 40 personnes. Et donc, pour contrôler ces résultats-là, je voulais absolument avoir une démarche qualité, notamment EFQM au départ, pour pouvoir contrôler ces résultats tout en ayant une gestion
des processus solides. Donc c'est pour cette raison que on s'est orienté sur la partie ISO 9001 dans un premier lieu, dans un premier temps. En fait, ISO 9001 nous permet d'avoir une organisation de l'entreprise qui est suivie, solide et sur lequel on peut avoir des remontées d'informations qui permettent d'avoir un bon feedback et de pouvoir ajuster la stratégie de l'entreprise avec ces retours-là. Donc, dans la continuation de la présentation de l'entreprise, donc nous, on est effectivement des experts du plan. Donc, on propose une solution qui va de la construction de bâtiments, pour dessiner des bâtiments, jusqu'à l'exploitation au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, on va équiper des clients comme des collectivités, des grosses mairies, des conseils régionaux, des conseils départementaux qui souhaitent en fait pouvoir dessiner des nouveaux collèges. Par exemple, on a ou des centres hospitaliers. Là, on vient de signer le centre hospitalier de Monaco, par exemple. Et donc, du coup, ils vont pouvoir, avec notre solution qui est entièrement web, dessiner des nouveaux, le nouvel hôpital. Ils vont pouvoir faire tout ce qui est rendu photoréaliste. Donc là, on utilise toutes les dernières technologies de développement pour proposer en fait une solution qui permet de présenter le projet sur son meilleur visage pour pouvoir présenter ça à la direction ou des communiqués de presse, par exemple. Ensuite, on a un module de gestion des quantités. Donc, en fait, une fois qu'on dessine, par exemple, un bâtiment, ce qui va être intéressant, c'est de définir automatiquement les quantités de matériaux qui sont nécessaires au projet. Donc, par exemple, il va falloir 500 plaques de placo, il va falloir 1000 litres de peinture, des informations comme ça. Et enfin, la dernière étape, c'est la partie exploitation. Donc, c'est de pouvoir gérer les équipements, les occupants directement sur plan. Et donc là, on va pouvoir aussi avoir des remontées de monitoring, de dire j'ai des pièces qui sont en dessous de la température normale, et donc du coup, je vais avoir des remontées d'alerte directement dans la solution. Donc là, je vous ai mis quelques copies d'écran pour vous montrer à peu près ce que ça peut donner. Donc l'idée pour une organisation, c'est vous avez des plans 2D, 3D ou des maquettes BIM, et tous ces plans-là qui sont peut-être encore dans des classeurs aujourd'hui, en fait, on va les importer en fait dans notre solution pour que vous puissiez les consulter directement à travers un navigateur web. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver sur une carte l'ensemble des bâtiments que vous gérez, et quand vous allez cliquer sur la carte, vous allez pouvoir retrouver les plans associés. Donc, les types de plans que vous allez pouvoir enregistrer, ça va être des plans en 3D, ça peut être des plans en 2D sur lesquels vous allez voir le mobilier, ça peut être des plans d'évacuation ou des plans électriques. L'idée, c'est de préparer, par exemple, un déménagement. Quand je vais faire le déménagement de tout le service développement, est-ce que je vais avoir assez de prises réseau? Est-ce que je vais avoir assez de prises électriques pour pouvoir les accueillir? Et est-ce que je vais avoir assez de surface? Donc, on va pouvoir gérer aussi tout ce qui va être réseau. Donc, le réseau de chauffage, le réseau de plomberie, réseau informatique. Est-ce que j'ai assez de Wi-Fi sur l'ensemble de mon bâtiment? Et puis, derrière, je vais pouvoir requêter sur les plans par rapport à des informations que je vais associer aux pièces. Donc ici, par exemple, je vois que j'ai au niveau de notre bâtiment, on fait le ménage tous les 15 jours de manière alternée entre la partie ouest et la partie est. Et puis, toutes les parties communes sont faites toutes les semaines. Et là, derrière, ça va me sortir automatiquement la partie métrée, et je vais pouvoir demander en fait à mon entreprise de ménage de pouvoir faire. On sait qu'il y a 354 mètres carrés de ménage à faire avec les ratios qui sont en dessous. Voilà. Et donc, on va pouvoir, sur les plans, après, gérer les équipements et toutes les interventions qui ont été réalisées sur les équipements.
Donc, dès que j'ai une alerte sur, par exemple, là, j'ai un WC qui est cassé, je vais avoir une petite notification sur la pièce, soit en 2D, soit en 3D, et sur laquelle je vais pouvoir venir pouvoir traiter l'intervention. Voilà. Et l'objectif final, c'est de pouvoir faire une synthèse du patrimoine. Donc, du coup, de tout ce qui est partie reporting, de dire, voilà, je suis un conseil départemental, j'ai à peu près 500 000 m² de bâtiments à gérer, avec les pièces les plus représentatives sont tout ce qui est salle de cours ou circulation. Et puis derrière, je vais avoir tout la surface aussi de chauffé, non chauffé, etc. Et voilà, de pouvoir adapter en fait le reporting par rapport aux besoins de la société associée. Voilà pour la présentation de l'entreprise. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque j'ai repris l'entreprise, donc on était 8, donc il n'y avait pas trop d'inquiétude à avoir au départ, sauf qu'on savait qu'on avait en fait des produits de qualité et sur lesquels il y avait énormément de demandes. Donc, dans la reprise de l'entreprise, il y avait effectivement cette volonté d'attaquer le marché de manière plus incisive. Et au niveau de l'entreprise, je me retrouvais totalement dans les orientations de l'EFQM, notamment pour la création des valeurs pour les clients, contribuer à un avenir durable, développer les capacités d'organisation, mobiliser la créativité et l'innovation de la part des salariés, diriger de façon visionnaire, inspirée et intègre. Voilà, donc ça, on l'a fait à 8 au départ avec une société externe qui est venue nous aider pour pouvoir un petit peu présenter cette vision. Gérer avec agilité et réussir par le talent du personnel. Et enfin, ce qui était vraiment important pour moi, c'était les soutenir des résultats remarquables. Donc, effectivement, comme on était 8 au départ, on voulait progresser sous 3 ans à 20 personnes et augmenter notre chiffre d'affaires entre 10 et 20% par an, il fallait forcément qu'on ait une organisation derrière. Voilà. Alors, moi, j'avais une bonne aisance sur tout ce qui était partie ISO 9001 au départ. Et j'ai même eu les rôles de responsable qualité dans d'autres entreprises. Et dans l'ancienne entreprise, on avait fait un focus sur tout ce qui était management de processus et sur lesquels, en fait, on avait une très bonne gestion de management de processus. Mais ce qui manquait, c'était vraiment la partie résultat. Donc, en fait, moi, j'étais responsable qualité. Je mettais en œuvre toutes les bonnes pratiques de management. Sauf qu'au final, on avait des clients qui n'étaient pas forcément contents. Il y avait une ambiance qui n'était pas terrible dans l'ancienne entreprise. Et puis, au final, au niveau des résultats de chiffre d'affaires, on n'était pas forcément à la pointe par rapport à toute l'énergie qu'on pouvait mettre en termes de qualité. Ce qui est intéressant avec le SQM, c'est que vraiment, on apporte la partie résultat. Vous voyez sur l'écran, presque, on a autant d'attentes sur les résultats que sur la partie management des processus. Voilà. Et donc, la différence entre la partie ISO 9001 et la partie EFQM, c'est que le point de départ, c'est des résultats attendus et sur lesquels, en fait, on va pouvoir décliner toute une stratégie, des plans d'action, on va les déployer et ensuite, on va les analyser pour pouvoir s'assurer qu'on s'approche des résultats attendus. Et puis, on va avoir ce schéma d'amélioration continue qui va dans le sens des résultats. Alors, au niveau de la cartographie des processus, donc aujourd'hui, on est organisé avec tout autour de nos process de métier, vraiment d'éditeurs de logiciels de CAO. Donc ici, on va retrouver les exigences de clients,
qui vont alimenter tout ce qui est édition de logiciels, quels sont leurs besoins en attente de fonctionnalités logicielles. On a la partie commerce, on a la partie intégration client et centre de service. Tous ces processus sont regroupés dans les processus majeurs de processus de réalisation, qui sont vraiment notre métier d'éditeur. Et après, la processus de réalisation, il est soutenu par les processus de support. Donc là, on va retrouver tout ce qui est gestion de l'infrastructure, la gestion des prestataires externes, l'administration des ventes, les ressources humaines, etc. Donc là, on voit que le processus de support, il est là pour pouvoir aider les processus de réalisation dans leurs travaux d'éditeurs de logiciels. Et après, on voit ici toute la partie direction qualité. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir un œil qui permet de suivre en fait tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise et s'assurer aussi de tout ce qui est la satisfaction des attentes des parties intéressées, des parties prenantes et l'obtention des résultats. Voilà. Donc, notre cartographie, derrière chaque processus, par exemple, si je prends le centre de service, par exemple, quand on clique sur un processus, on va retrouver toute la gestion documentaire associée. Donc là, je vais être, ou je vais plutôt prendre dans le processus de support plutôt la ressource humaine. Et dans la ressource humaine, je vais pouvoir retrouver toutes les procédures de travail et aussi toutes les instructions qualité associées à mon processus. Donc là, je vais avoir les procédures, les instructions qualité, les modes opératoires et aussi tous les documents associés au processus. Donc là, je vous ai mis un exemple de procédure qualité. Donc là, c'est la procédure de création d'un nouvel arrivant. Donc ici, on va retrouver l'ensemble des acteurs qui correspondent à des fiches de fonction derrière. Là, on va voir les différentes étapes, les différentes actions dès l'arrivée d'une personne. Et derrière chaque étape, on va retrouver un chapitre de l'instruction qualité associée qui permet de voir le détail des informations. Et ici, on va retrouver les éléments d'entrée et les éléments de sortie pour dire, voilà, j'ai les nouvelles ressources qui arrivent au sein de l'entreprise. Je vais passer par toutes ces étapes-là. Et puis derrière, je vais avoir la mise à jour. On va lui fournir le livret d'accueil. On va créer un dossier du personnel. Et on va mettre à jour les contrats, des contrats pour le registre unique du personnel. Voilà. Derrière chaque procédure, donc, on va retrouver les instructions qualité. Donc, les instructions qualité, ce sont un document avec une description étape par étape de ce qui est nécessaire pour l'arrivée d'une personne. Voilà. Au niveau de la stratégie, donc notre stratégie, elle est définie sur 3 ans. Alors, généralement, on nous conseille sur 5 ans, sauf que nous, on est un petit peu sur un modèle un peu start-up, si vous voulez. C'est qu'en fait, la stratégie, l'entreprise évolue tellement vite qu'on peut avoir qu'une vision sur 3 ans. Notre stratégie sur 3 ans, en fait, elle est après découpée sur année par année, donc 2022, 2023, 2024. Et chaque année, après, est découpée en lots, par trimestre. Donc, le lot 1, le lot 2, le lot 3, le lot 4, qui correspond à chacun des trimestres et qui va pouvoir, sur lesquels on va pouvoir définir la stratégie de l'entreprise. Donc, la stratégie de l'entreprise qui est ici, elle est rédigée à partir des besoins des parties prenantes et des contextes économiques. Voilà, donc on a identifié les parties prenantes. Ce qui était intéressant lors de l'audit que j'ai pu avoir avec la FQP, c'est qu'effectivement les parties prenantes vont pouvoir émettre des besoins, mais l'entreprise du groupe Edicat aussi, ils ont aussi des besoins par rapport à ces parties prenantes. Et donc, c'est une nouveauté qu'on a rajoutée dans notre système de management de la qualité cette année, c'est qu'on va, non seulement les parties prenantes expriment leurs besoins, mais nous aussi, on a des attentes par rapport à eux.
et on les inclut dans notre stratégie. La stratégie était aussi rédigée par rapport aux risques et opportunités. Donc, risques et opportunités non seulement de l'entreprise, mais aussi par rapport à chacun des processus. Donc, moi, je l'ai fait au niveau global par rapport à la direction, mais chaque responsable de processus sont impliqués dans la démarche et donc, du coup, vont émettre les risques et opportunités et définir des actions associées pour pouvoir y faire face. Elle est rédigée aussi par rapport à la pérennité de l'entreprise, notamment financière, et aussi l'analyse de la concurrence. Voilà. Et toute cette stratégie-là, qui est divisée en années puis en lots, elle est retraduite concrètement à travers des actions stratégiques, des actions d'amélioration de processus et des indicateurs. Voilà. Donc ici, j'ai un exemple d'indicateur. Donc l'indicateur de turnover du groupe Edicad, où on voit que on a un résultat annuel qui nous permet de voir en fait le turnover de son entreprise. Donc dans le turnover, nous on entend les départs des personnes, mais aussi des arrivées. Et donc, parce qu'en fait, lorsqu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise, bah, du coup, effectivement, il faut que l'entreprise s'adapte en mettant en place des managers, un accueil personnalisé, et puis la montée en compétence de ces personnes-là en adaptant le plan de formation ou des choses comme ça. Et derrière chacun de ces indicateurs-là, on va retrouver en fait après des rapports de détail. Donc, pour cet indicateur-là, on va, sur le processus ressources humaines, on va retrouver le registre unique du personnel et des stagiaires et aussi le document unique des évaluations des risques. Voilà. Alors, de manière plus globale, en fait, on va avoir un rapport qui s'appelle le rapport de pilotage et d'amélioration continue des processus, qui va permettre de lister l'ensemble de ces processus-là. Et dans ce rapport-là, on va avoir non seulement la description, mais aussi les indicateurs qualité, et après, toutes les actions stratégiques associées pour chacun des processus. Au-delà des actions stratégiques, on va retrouver aussi les actions d'amélioration du processus. Donc, chaque responsable de processus, il va non seulement s'assurer qu'il va mener des actions pour aller dans le sens de la stratégie d'entreprise, mais aussi il va réfléchir, il va faire une analyse SWOT, par exemple, de ses forces et de ses faiblesses pour pouvoir améliorer son process à son niveau. Dans le pilotage d'amélioration continue, on va retrouver aussi les réclamations des clients, les événements issus des audits internes et externes, et puis après, l'ensemble des revues. Donc, que ce soit des revues de processus, de direction, les revues trimestrielles ou des revues d'équipe, mais aussi les revues de pilotage. Donc, du coup, au niveau de chacun des processus, donc là, moi, j'ai l'ensemble des processus qui s'affichent ici, mais eux, en fait, ils ont la capacité de filtrer l'information et de dire, je suis responsable, par exemple, de la partie export, et donc, du coup, je n'affiche seulement les informations sur la partie export. Et du coup, au niveau de l'export, je vais avoir une seule ligne ici qui décrit mon processus avec le pilote de processus, tous les l'indicateur de chiffre d'affaires qui est associé à mon processus, et après, seulement les actions stratégiques de mon processus. Les actions stratégiques, les actions d'amélioration continue et mes revues. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ici, en fait, derrière chaque processus, en fait, on a un système d'évaluation du processus. Et donc, l'évaluation du processus, au départ, qui était principalement lié à l'indicateur, pour moi, il ne me satisfaisait pas. C'est pas parce que le résultat d'un indicateur ou de deux indicateurs associés au processus, il est bon ou mauvais, que derrière le processus, il fonctionne mal. Ou inversement. C'est pas parce qu'on a un bon résultat au niveau de l'indicateur que derrière,
les événements issus des audits internes, ils ont été traités. Les réclamations clients qui me sont affectées, elles ont été traitées. Que les actions stratégiques définies par la direction, ils sont suivis, etc. Donc, du coup, au lieu d'avoir l'information juste sur un processus, en fait, on va pouvoir avoir une évaluation du processus sur différents facteurs. Donc, par exemple, le système de scoring de l'évaluation de la performance des processus, elle est atteinte par rapport à 4 informations. L'atteinte des objectifs des indicateurs, l'efficacité des actions stratégiques de priorité 1 et 2. Donc, il y a par rapport à la stratégie, les responsables de processus vont décliner des actions stratégiques avec des notions de priorité 1, 2, 3. Et il faut s'assurer que les actions stratégiques de priorité 1 et 2 soient bien traitées. La même chose pour l'amélioration du processus, pour être sûr qu'on est bien dans une démarche d'amélioration. Et enfin, le pourcentage des événements traités issus des audits internes. Donc, lorsqu'on faisait les audits internes, on sort un certain nombre d'événements, que ce soit des constats d'amélioration, que ce soit des écarts mineurs ou majeurs par rapport à la norme ou par rapport au système de management de qualité qui est ressorti. Et donc, du coup, la somme de ces différents critères vont nous donner un total de points. Et ce total de points va nous donner un système de couleurs qui va nous donner son évaluation. Voilà. Donc, en synthèse de ce système, on va retrouver en fait plusieurs notions. Donc, la première, c'est que le résultat pour le groupe EDICAD était aussi important que le management du processus. Voilà, ça c'est vraiment la chose qui m'a apporté dès le départ dans la reprise de l'entreprise, c'est qu'on a des résultats de chiffre d'affaires et d'actions stratégiques, elles doivent être réalisées. C'est pas la qualité, c'est pas juste un bout de papier où on va dire on va faire ça, et on va faire ça, on va faire ça. Nous, c'est un suivi au quotidien de l'ensemble de ces actions stratégiques. Voilà. Et donc cet outil, il nous permet d'analyser la performance de l'organisation année après année. C'est que non seulement en fait on va avoir une évaluation du processus sur une année, mais on va pouvoir voir son évolution entre les différentes années. Parce que par exemple là on est sur le processus commerce, on va voir que les 2 premières années en fait on a un petit peu pédalé dans la choucroute pour pouvoir repartir sur une bonne année. Et là, on voit que déjà, dès début 2022, on va retrouver des résultats, une performance qui est vraiment alignée vraiment par rapport à nos attentes au sein du groupe EDICAD. Et par contre, on peut avoir d'autres processus, par exemple au niveau de la gestion de l'infrastructure, où du coup, on a, sur l'année début 2022, on a quelques difficultés de stabilité de notre système d'information, et donc du coup, ça nous met en alerte directement. Donc, notre outil permet d'évaluer d'évaluer la performance entre différentes années, entre les différents processus, et surtout d'avoir une évaluation au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Alors souvent, du coup, quand moi j'étais en soirée avec des copains, on me disait comment se porte ton entreprise? Oui, je sais pas trop, l'export ça va pas trop, l'infrastructure ça va pas du tout, etc. Oui, mais Pierre-Alain, ça va bien ton entreprise ou pas? Et aujourd'hui, je suis capable de dire voilà, mon entreprise, elle fonctionne bien. Voilà. Et si elle fonctionne pas bien, voilà, et ben du coup, tout de suite, j'ai une alerte visuelle qui me permet de dire attention, on n'est pas bon là-dessus. Est-ce qu'il faut revoir les actions stratégiques ou d'amélioration de processus? Et puis, comme dans la liste des actions stratégiques, on associe les besoins des parties prenantes.
et bien du coup, ça nous permet aussi de s'assurer qu'on est conforme par rapport à leurs attentes. Et enfin, de respecter la stratégie de l'entreprise pour qu'on soit bien aligné par rapport aux attentes, parce que comme on a une forte progression, non seulement en chiffre d'affaires, mais en effectif aussi, et bien du coup, ça permet de pas partir. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. J'espère que j'ai été clair, mais j'ai eu pas mal de petits soucis parce que j'ai le GoToMeeting qui s'est mis à travers ma présentation, donc je la voyais pas forcément très bien. Est-ce que vous avez des questions du coup par rapport à ce que je vous ai pu vous montrer? Et est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une question, et vous pouvez profiter du temps de réponse pour en poser d'autres si vous le souhaitez. Donc, la question porte sur les objectifs et les résultats liés à la présentation que vous avez pu faire du pilotage de vos processus, puisque vous identifiez des objectifs que vous suivez via des indicateurs qui vous permettent, par déclinaison, de mesurer des résultats attendus. Oui. La question posée porte sur la façon dont, sur quelle base vous identifiez finalement ces résultats attendus, les choix que vous faites sur les critères qui vous permettent de choisir ces résultats attendus et les objectifs associés, et comment vous assurez-vous, si vous le faites, que ces objectifs sont SMART. Alors, on peut peut-être rappeler l'acronyme SMART pour un objectif qui est donc un objectif spécifique, donc pas trop généraliste et qui porte bien sur un sujet donné, mesurable, bien sûr, atteignable, pour pas décourager les gens, réaliste et temporel, donc qu'on puisse effectivement avoir des mesures sur des délais voilà, que l'on peut identifier dès le départ. Alors, je ne sais pas, vous n'avez pas évoqué, donc la question porte effectivement sur la notion d'objectif SMART. Je ne crois pas me souvenir que vous l'avez évoqué, donc bon, si vous avez un retour d'expérience là-dessus, sinon c'était surtout finalement, mais comment vous faites vos choix pertinents sur ces indicateurs de pilotage? Alors, comment identifiez-vous les résultats de départ? En fait, les résultats, ils sont définis dans la stratégie. C'est-à-dire que quand j'ai repris l'entreprise, on faisait 700 000 euros de chiffre d'affaires, on était 8 et on souhaitait déployer vraiment notre force commerciale de manière plus importante. Et on savait que sous 3 ans, on voulait monter à plus d'1 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, c'est à partir de cette information-là qu'on a décliné l'ensemble des objectifs. Et ces objectifs sont, voilà, le chiffre d'affaires. Donc maintenant, on table plutôt sur 1,5 million de chiffre d'affaires. On avait le nombre de personnes, le nombre de clients en maintenance. Voilà, ça, c'était la stratégie qui nous a défini quels sont les résultats qu'on voulait atteindre. Voilà. Concernant les objectifs SMART, donc on essaye effectivement de les définir SMART. Donc généralement, de toute façon, le premier indicateur, c'est le chiffre d'affaires. Mais derrière, on va retrouver d'autres indicateurs. Voilà, le turnover annuel, l'enquête de satisfaction annuelle des clients, parce qu'on envoie une enquête annuelle. On va retrouver après le nombre de réclamations clients par an. Voilà, on essaie qu'ils soient effectivement qu'ils soient smart et surtout qu'ils soient bien compréhensibles pour l'ensemble des équipes, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du coup? Alors, Dorothée, hein, qui alimente le chat avec ses questions, nous pose une deuxième question sur la façon, si vous le faites aujourd'hui, de mesurer ce qu'on pourrait appeler la culture EFQM au sein des collaborateurs, voir comment vous arrivez à mesurer qu'elle est bien comprise et ancrée dans la culture de l'entreprise. Alors, eux, en fait, aujourd'hui, ils ont une notion qualité qui est principalement liée à ISO 9001. Et le FQM, pour eux, ils en ont entendu parler, mais ils ne comprennent pas forcément ce que c'est derrière. Par contre, en fait, eux, ils travaillent directement avec les outils. Donc, je vais repartir sur
voilà, sur leur outil de pilotage. Puisque en fait, chaque année, en fait, on fait un séminaire annuel et du coup, chacun des responsables des processus vont venir présenter qu'est-ce qu'ils ont réalisé dans l'année. Par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, le centre de service, par exemple. Voilà, donc le centre de service, c'est Roland qui s'en occupe. Et derrière, en fait, il a toutes ces actions stratégiques qui sont associées ici, donc 2021. Voilà, il a sur 2021, il voulait mettre en place les enquêtes de satisfaction à chaud lors de la clôture des dossiers. Il voulait finir la documentation dans le cadre de la démarche ISO 9001 et mettre en place un plan de satisfaction client. Voilà. Et puis derrière, en fait, chaque action, on me fait des mesures d'efficacité. Voilà. Et puis, donc ça, il le fait pour les actions stratégiques, les actions d'amélioration de processus, les réclamations clients et les événements aussi des audits internes, voilà, etc. Donc aujourd'hui, elle est diffusée à travers ce reporting-là qui est présenté à chaque séminaire avec leur évaluation. Donc là, cette année, il va pouvoir présenter qu'en 2022, il a pu atteindre ses objectifs au niveau des indicateurs, mais aussi qu'il a traité l'ensemble de ses actions stratégiques, d'amélioration continue et les événements issus des audits internes. Voilà. Et puis après, le FQM nous oriente bien sur les résultats et pas que sur du management de processus, c'est aussi du résultat et c'est ça qu'ils ont cette culture-là aujourd'hui au niveau notamment des responsables de processus, de dire que voilà, il y a la gestion d'entreprise, mais aussi l'obtention des résultats. Les résultats, c'est pas que le chiffre d'affaires, c'est aussi la réussite des actions stratégiques, des partenariats qu'on a mis en place avec, par exemple, des Saint-Gobain, avec Maison du Monde, des choses comme ça qui font que aujourd'hui l'entreprise peut se déployer rapidement. Alors, il y a une nouvelle question, Eliane, apparemment. Oui. Votre de pilotage fait des envieux. Alors, je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais en tout cas, alors, attendez, hop, il est reparti. Hein, voilà. Oui. Est-ce que c'est un système, je dirais, on va dire, fait maison? Est-ce que c'est vous qui avez conçu voilà, la plateforme que vous nous montrez là, ou bien est-ce que c'est un outil qui a été trouvé dans le commerce? Alors c'est un outil, derrière c'est un outil du commerce qu'on a adapté à notre entreprise. Donc derrière, c'est l'outil qui s'appelle Normea de la société Easyware, donc qui donne une bonne base en fait de tout ce qui est gestion documentaire notamment, indicateurs, gestion des risques et opportunités, le registre clinique du personnel, gestion RH, voilà, tout ça derrière, en fait, c'est cet outil-là. Et après, on fait une synthèse de l'ensemble de ces informations-là à travers du reporting. Et voilà, il nous sert aussi de gestion de plan d'action. Voilà, derrière, effectivement, on a bien été aidé parce qu'effectivement, vous vous doutez bien que monter un système de management de la qualité en moins de 3 ans, il fallait être outillé et puis aussi avoir des ressources. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir en fait une personne de l'ESCES qui est venue nous aider pendant un an pour monter tout le système de management de la qualité. Et l'avantage avec l'ESCES, c'est que ce sont des étudiants qui ont des excellents niveaux. Alors, j'ai pu travailler avec une personne en particulier, moi, qui travaille désormais chez Airbus. Mais quand j'ai monté le dossier pour le prix des bonnes pratiques, j'ai travaillé avec une équipe de 4 personnes de chez l'ESCES et c'était vraiment des personnes qui étaient pertinentes dans leur analyse et qui avaient déjà
malgré leur âge, une bonne vision de ce qu'était la qualité et ce que ça pouvait apporter au sein des entreprises. Et merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Il y a encore une question. Oui, oui, tout à fait. Ah, pardon. Donc, il y a une question de Sylvie, puisque effectivement vous avez la possibilité de comparer, en tout cas vous avez pu expérimenter et l'ISO 9001 et le FQM. Quel conseil ou avis vous pourriez donner justement à des entreprises qui veulent se lancer dans l'approche FQM et la valeur ajoutée de ce modèle? Vous avez parlé des résultats notamment. Ouais, ceux qui veulent se lancer dans le FQM, c'est moi, j'ai commencé le FQM il y a déjà une dizaine d'années, donc ISO 9001 n'avait pas pris toute la dimension des parties prenantes à l'époque. Le FQM, il l'avait déjà intégré, et donc si je peux leur donner un conseil, c'est d'y aller à fond, parce que du coup, ça permet d'avoir des résultats. Alors, on parle souvent de résultats remarquables, ce qui a été le cas pour notre entreprise, d'avoir des croissances à 2 chiffres. Et aujourd'hui, on peut attaquer des marchés qui sont de plus en plus gros, et c'est vraiment passionnant, quoi. Alors, une autre question. Vous voyez que les langues se délient. Comment choisissez-vous vos pilotes de processus? Alors, les pilotes de processus, ils sont aussi les responsables d'équipe chez nous. Alors, on a eu une petite déception qui a fait qu'on a dû se réorienter, mais notre système nous a permis de voir rapidement que les actions stratégiques n'étaient pas suivies, que les actions d'amélioration de processus non plus, que les événements aussi des équipes internes n'étaient pas traités. Donc, on a pu le voir rapidement avec nos systèmes, et donc on a dû se séparer de cette personne-là pour reprendre une personne beaucoup plus pertinente. Merci beaucoup. Alors, moi, j'avais une petite question. Dans vos interventions, vous êtes revenu sur 2 éléments à plusieurs reprises, donc qui sont les résultats. On a bien vu que et ce qui est normal en tant que dirigeant, c'est ce qui, entre autres, ce qui vous animait, mais vous avez évoqué aussi à plusieurs reprises la notion de partie prenante. Alors, ma question, c'est est-ce que dans l'évaluation des résultats, est-ce que vous associez les parties prenantes directement ou indirectement pour apprécier de la façon la plus objective possible l'atteinte des objectifs? En fait, les parties prenantes, en fait, on a étudié leurs attentes, on les a questionnées et on a ressorti leurs besoins. Et ces besoins-là, on leur a proposé une réponse. Et ces réponses-là sont définies en tant qu'actions stratégiques. D'accord. Et comme ces actions stratégiques des parties prenantes on leur associe une priorité 1 ou 2, eh bien, elles sont forcément évaluées à travers notre système. D'accord. Alors, j'avais également une autre question. Alors, vous étiez certifié. Alors, à moins qu'il y en ait d'autres, hein, je vais couper la parole, là, je vais privilégier plutôt les participants, mais j'en vois pas. Non, non. Tu peux Alors, poursuivre. vous l'avez dit, hein, donc vous étiez certifié ISO 9001, donc qui est basé sur l'approche, je dirais, PDCA. Voilà. Oui. Donc vraisemblablement, le PDCA était peut-être insuffisant en termes de challenge de votre organisation. Et qu'est-ce qui vous a amené sur le FQM? Il existe. En quoi, enfin, ce choix-là, par quoi a-t-il été orienté? Est-ce que vous avez fait du benchmark avec d'autres outils? Et si oui, qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention dans le modèle FQM? Alors, comme je disais tout à l'heure, le FQM, moi, je le connais depuis 10 ans. Ouais. Et donc, on retrouvait pas à l'époque dans ISO 9001 tout ce qui était partie prenante.
Et je trouvais que ça manquait vraiment. Et le deuxième point, c'était l'orientation résultat. Et justement, c'est ce mix entre l'ISO 9001 et l'UFQM qui est vraiment intéressant parce que ça nous fait, ça challenge l'organisation de deux approches différentes. La première avec l'ISO 9001 qui est plutôt dans le, voilà, j'analyse les résultats pour pouvoir m'améliorer, et de la partie EFQM qui dit, voilà, le résultat que je vais atteindre et voilà comment je peux m'améliorer. Et le fait d'avoir ces deux regards nous permet en fait d'avoir une complétude de l'approche stratégique de l'organisation. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Roger, pour cette intervention. Alors, si vous voulez bien me laisser la main pour que je puisse. Voilà, merci. Donc, passer à la dernière séquence de cette webconférence. Donc, il y a pour objectif de vous présenter donc le partenariat entre la FQP Occitanie et l'ESCES, donc qui a été mise en œuvre pour accompagner les entreprises à la fois dans l'appropriation du modèle EFQM et aussi pour quelque part faciliter l'accès pour candidater au prix des bonnes pratiques. Voilà. Alors, je crois que Eliane, c'est toi qui commence ou Christine? Oui, écoute, je vais passer très rapidement la parole à Christine, qui représente bien sûr le partenaire de la FQP impliqué dans ce dispositif, donc l'ESCES. Donc, tu l'as dit, les objectifs de ce partenariat et du dispositif que l'on vous propose, c'est de vous permettre d'une part de découvrir ou de redécouvrir, si certains l'ont déjà expérimenté, ce modèle EFQM, dans un premier temps, avec l'appui des étudiants, et Monsieur Roger a déjà fait un petit retour d'expérience très valorisant sur la qualité de cet appui. Lucille Dandeli, qui est parmi nous, que l'on voit à l'écran, fait partie aussi des entreprises qui pourra amener un retour d'expérience sur cet accompagnement. Donc, je vais laisser la parole à Christine et dans un deuxième temps, je la reprendrai pour vous présenter plus en détail quelles sont les étapes de ce parcours et comment vous pouvez en bénéficier. Très bien. Christine, tu me dis quand je dois passer, quand je dois faire défiler les slides. Hein. Merci, oui, d'accord. Ben là, je veux bien. Pardon. Bonsoir à tout le monde. Je suis donc Christine de Conto-Casalta, directrice de l'ESCES. Et l'objectif de cette prise de parole est tout d'abord de vous dire quelques mots sur l'école, si que peut-être vous ne connaissez pas. Donc l'ESCES, c'est une école supérieure pour la qualité, l'environnement et la sécurité en entreprise de l'Institut catholique de Toulouse. On forme les professionnels de demain dans les domaines du QSE et de la RSE. Nos étudiants sont tous alternants, c'est-à-dire qu'ils ont tous signé un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Et on les forme pour qu'ils soient capables d'accompagner toutes les entreprises et les organisations dans les démarches QSE ou RSE. On a plusieurs niveaux de formation qui permettent à chaque étudiant d'obtenir un diplôme grâce à un partenariat avec TSM de l'Université Toulouse Capitole 1. Donc, on propose une troisième année de licence en gestion parcours QSE, un master 1 et 2 en management parcours QSE aussi, et un master 2 en droit et gestion de la RSE. Donc, le fait d'avoir des étudiants qui sont tous alternants nous amène tout compte fait à insister sur le fait qu'ils sont en prise directe avec les réalités des entreprises. Et c'est aussi ce qui peut amener cette maturité qui a été soulignée par Monsieur Roger, et je l'en remercie au nom des étudiants. Et si je recentre cette présentation par rapport à ce qui nous rassemble ce soir, le modèle EFQM,
Donc, ça concerne les étudiants qui sont en deuxième année de Master Manager QSE. Donc, ce sont des étudiants qui sont formés à l'ESCES, pour certains depuis 3 ans, d'autres 2 et d'autres 1 qui ont intégré directement la deuxième année de Master. Et ils ont pour commencer dans leur cursus au début du deuxième semestre. Donc, ils sont plus proches de la diplomation que du début de leur formation. Ils ont une formation au modèle EFQM, à ce modèle d'excellence qui est assuré par Stéphane Verdoux, qui est un expert de ce modèle. Et dans le cadre de cette formation, comme d'ailleurs pour d'autres cours sur d'autres thématiques, on invite très vite les étudiants à appliquer et à pratiquer ce qu'ils apprennent. Donc, dans ce cadre-là, à appliquer le modèle et aussi la méthodologie radar qui a été présentée par Patrice au début de cette présentation. Et de fait, ils sont invités à être en situation réelle dans une posture donc d'évaluateur. Et c'est là, tout compte fait, qu'on arrive, vous, entreprises et organisations, et nous, écoles, sur un même terrain, un terrain d'entraînement. Et c'est là où on se rencontre, puisque tout compte fait, Patrice, je veux bien que tu passes à la prochaine diapo. Merci. Puisque tout compte fait, ce qu'on vous propose là, c'est dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant qui sera d'ailleurs détaillé. Enfin, les différentes étapes seront détaillées par la suite par Eliane. Bien, tout compte fait, ce qu'on vous propose, c'est que vous puissiez bénéficier de l'accompagnement d'un étudiant, donc d'un jeune, si vous souhaitez découvrir le modèle et aussi aller vers un prix régional. Et peut-être la diapositive suivante. Voilà, donc l'objectif, c'est effectivement d'être dans un dispositif gagnant-gagnant, puisque ce sont des étudiants, ce ne sont pas encore des consultants, ce sont des consultants en devenir, des juniors, mais le témoignage de Monsieur Roger, et peut-être après aussi Lucille Londelli pourra en témoigner, montre que malgré tout, c'est toujours intéressant et on vous propose vraiment d'être dans un échange qui est mutuel, qui est dans la co-construction et qui est bénéfique pour tous. Et d'ailleurs, sur la diapositive suivante, voilà ce que l'intérêt de ce dispositif pour vous, ça va être d'avoir des étudiants qui vont avoir un regard neuf. C'est un petit peu comme cette phase d'étonnement de tout nouvel embauché. Et le fait qu'il soit extérieur à votre organisation ou à votre service, ça va permettre d'avoir une approche globale et critique. Et puis, tout compte fait, parce qu'ils sont par ailleurs formés, accompagnés et coachés par un expert de l'EFQM, le parcours que l'on vous propose est un parcours qu'on qualifie de sécurisé. Donc, à 2 niveaux, dans le choix de la bonne pratique, parce qu'il y en a une qui sera peut-être plus significative que les autres, et aussi parce que ce qu'on vous propose, c'est un soutien de personnes qui pourront vous aider à évaluer ces pratiques-là, à évaluer également la maturité de cette pratique et pourquoi pas de vous proposer de nouvelles pistes de progrès, puisque on les accompagne et on essaie avec eux de leur proposer des ateliers pour qu'ils développent leur créativité.
Voilà, donc en conclusion de l'intérêt de ce dispositif, c'est un accès qui est plus facile, qui est facilité pour vous au prix régional des bonnes pratiques et c'est surtout dans ce dispositif gagnant-gagnant aussi un terrain d'apprentissage pour nos futurs professionnels du QSE de demain. Voilà, merci Patrice. J'ai fini cette présentation et c'est Eliane, me semble-t-il, qui prend le relais pour la présentation du dispositif en détail. C'est ça. Merci. Voilà. Bon. Je te laisserai afficher la présentation, Patrice. Parfait. Voilà, donc on va démarrer par la phase 1 que vous voyez s'afficher en haut de la slide. C'est un parcours, oui, tu peux laisser toute cette phase 1 qui s'échelonne en fait à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois de juin, comme vous pouvez le voir sur la flèche chronologique qui se situe en haut du parcours. En fait, c'est un parcours qui comporte 2 étapes. Une étape où vous allez être accompagné, comme vient de le rappeler Christine, par les étudiants de master de QSE de l'ESCES pour préparer votre dossier de présentation d'une bonne pratique que vous aurez choisi avec eux, et une deuxième partie que l'on verra ensuite, où la FQP interviendra pour ensuite vous guider vers la deuxième partie de votre parcours qui consisterait à présenter votre candidature au prix régional qualité et performance Occitanie. Voilà, donc sur la première phase que l'on voit là, qui est de la phase que l'on qualifie phase d'accompagnement par les étudiants de l'ESCES, donc c'est le moment, nous sommes dans la période où nous recueillons ce que l'on appelle l'engagement des entreprises, c'est-à-dire que si ce parcours vous intéresse, pour traduire votre engagement, nous allons vous demander de nous retourner un formulaire qui sera joint ce soir au mail que nous allons vous adresser à l'issue de cette conférence, un mail qui comportera ce formulaire. Alors, on ne voit plus la slide, Patrice, voilà. Ce formulaire, mais également il y a le support de présentation qui vous a été présenté ce soir, ainsi que l'enquête de satisfaction. Donc, le formulaire, vous verrez qu'il reprendra en détail les éléments que je vais vous présenter ici sur cette slide, avec le détail de chaque étape, la phase chronologique également, c'est-à-dire à quel moment a lieu chaque étape, et ça vous permet de bien relire tout le parcours que l'on vous propose et de vous engager en toute connaissance de cause. Et bien évidemment, dans ce formulaire, il y a également l'adresse mail de la FQP Occitanie qui vous permettra de nous interroger si vous avez des questions avant de formaliser votre engagement. Voilà, donc à travers le retour de ce formulaire dans l'adresse mail qui est indiquée, donc tout est indiqué dans le formulaire, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider et à nous retourner ce formulaire qui nous permettra de vous réserver une place sur le parcours. Ça sera, voilà. Sachant que nous avons donc un petit parking, puisqu'il n'y a que 12 places disponibles, donc un parcours avec des places limitées, puisque ce nombre de places est lié au fait que, comme vous l'a indiqué Christine et M. Rouget également, les étudiants travaillent en petits groupes de 4-5 étudiants. Chaque groupe s'occupe d'un dossier d'entreprise. Donc, vous avez la valeur ajoutée de chaque personnalité, de chaque parcours individuel au sein de ce groupe, de chaque étudiant, qui est riche d'expérience et qui vous permet justement d'avoir un accompagnement souvent, en fait, très bien accepté et avec beaucoup de valeur ajoutée pour les entreprises. Voilà, donc on est en ce moment dans la période de recrutement des candidats pour vous engager dans ce parcours. Donc répondez-nous rapidement si vous le souhaitez. La date butoir est à la fin février. Bon, s'il reste des places disponibles, on débordera bien sûr pour les quelques retardataires sur début mars, mais on est vraiment dans la période où nous attendons donc et nous sollicitons vos engagements par rapport à ce parcours. Voilà, donc dès que
nous recevons ces formulaires. Vous êtes donc mis en relation avec ce groupe d'étudiants qui va rentrer en contact avec vous pour faire la phase 2 que vous voyez là, qui s'appelle le diagnostic et le choix de la bonne pratique. Alors, vous allez recevoir ce qu'on appelle un guide qui va vous permettre vous-même de faire un petit peu votre auto-réflexion préalable avec l'appui des étudiants qui viendront également enrichir votre réflexion sur le repérage finalement des bonnes pratiques que vous avez dans votre entreprise. Vous en aurez peut-être plusieurs qui vous viendront à l'esprit. Ce guide vous aidera à les poser, à les formaliser. Et avec l'aide des étudiants, finalement, ce diagnostic qu'ils font dans cette phase 1 va vous permettre de sélectionner la bonne pratique qui sera la plus intéressante à valoriser. Voilà, donc vous serez déjà guidé avec eux sur ce choix de la bonne pratique. Mais il y aura un deuxième, finalement, c'est pour ça qu'on dit que c'est un parcours sécurisé. Hein. Il y a une deuxième validation finalement du choix que vous aurez fait avec les étudiants, de la bonne pratique que vous souhaitez présenter. Eh bien, c'est ce que vous voyez juste après, mi-mars, une phase de coaching, donc qui a lieu en fait le 17 et le 18 mars, avec leur enseignant, qui est donc l'expert EFQM qui les accompagne également dans ce parcours, ne serait-ce que déjà par l'enseignement qu'il aura dispensé avant que les étudiants entrent en contact avec vous, mais également pendant tout ce parcours, où là, à l'occasion de ce coaching, les étudiants vont pouvoir présenter le choix qu'ils ont fait avec vous de la bonne pratique, déjà les premières informations qu'ils ont recueillies sur cette bonne pratique, et ce choix qui sera validé dans la plupart des cas, il est validé au cours de ce coaching, vous permettra de poursuivre le travail, donc de passer à l'étape qui est là qu'on voit sous le forme de visite, visio, rendez-vous 1, 2, 3. Donc là, c'est une phase assez libre où en fait vous allez pouvoir justement construire avec les étudiants votre parcours d'accompagnement au cours de rendez-vous successifs mais qui ne sont pas limités, 1 à 2 à 3. Donc c'est pour ça que mes petit point de suspension, vous allez donc effectivement sur cette phase de février à juin travailler avec les étudiants sur des phases de rendez-vous que vous allez caler avec eux sous format de visite de format bien sûr à distance et qui vous permettront de continuer à travailler avec les étudiants sur la collecte des informations. Donc ils vont vous guider bien sûr sur les informations qu'ils attendent et qu'ils ont besoin pour pouvoir caractériser et décrire votre bonne pratique. Et ce travail que eux font dans le cadre de leur parcours pédagogique, qui est donc de décrire au travers d'un outil de diagnostic les critères nécessaires à recueillir pour décrire votre bonne pratique, eh bien c'est un travail préalable qui vous permettra plus tard, vous aussi, de reprendre ces éléments pour les traduire dans le dossier de candidature qui donc sera votre engagement dans la deuxième partie de ce parcours. Donc, ce travail va se faire entre donc février et juin, ce travail de collecte d'informations qui va aboutir à ce que vous voyez la finalisation du dossier de votre pratique. C'est finalement le livrable qui est attendu sur le parcours pédagogique de ces étudiants. Et ce livrable va être présenté au cours de la dernière étape que vous voyez là, soutenance du projet, qui a lieu donc à la fin du mois de juin, le 23 et le 24 exactement, où les étudiants vont présenter le résultat de leurs travaux dans votre entreprise sur la valorisation de votre bonne pratique. Et donc, ce dossier qui va être présenté face à un jury, auquel la FQP participe également, va permettre d'évaluer finalement la qualité de votre dossier, mais on n'est pas dans l'évaluation de la bonne pratique elle-même, puisque ça, c'est vraiment ce qui aura lieu dans la deuxième phase au cours de l'évaluation qui vous sera proposée si vous êtes candidat au prix des bonnes pratiques. Mais c'est surtout de voir si votre dossier est suffisamment étoffé, argumenté, et si ce n'est pas le cas, il y a justement une restitution par les étudiants envers l'entreprise des conclusions de cette soutenance. C'est ce que vous voyez dans le petit carré en dessous de soutenance du projet, un feedback vers l'entreprise. Donc un feedback qui est formalisé par mail avec les avis, les préconisations du jury, les conseils que vous pourrez prendre en compte pour justement améliorer et préparer votre dossier de candidature au prix des bonnes pratiques. Alors, ce passage sur la phase 2 que tu peux afficher, Patrice, n'est pas obligatoire. Donc, mais bien évidemment, on espère vous accueillir une fois que vous aurez fait ce parcours jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin du mois de juin avec les étudiants de l'ESCES, que vous serez préparés. On espère bien sûr vous accueillir dans les futurs candidats au prix régional des bonnes pratiques.
Mais on le dit quand même, pour qu'il n'y ait pas cette éventuelle réticence ou réflexion, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Ben, on vous dit, allez-y, testez la phase 1. Voilà, vous aurez déjà l'opportunité de découvrir comment valoriser votre bonne pratique avec l'appui des étudiants dans le cadre de cette découverte de l'EFQN. Et si à la fin du mois de juin et au vu des résultats de la soutenance du projet, vous vous sentez voilà, tout à fait prêt à passer sur la phase 2, et bien là, la FQP va reprendre contact avec vous. Donc là, ça va avoir lieu déjà à la fin du mois de juin. Vous allez recevoir un premier niveau d'information de la FQP qui va vous envoyer un mail pour vous expliquer comment se passe la suite du processus. Si vous souhaitez candidater au prix des bonnes pratiques, vous pourrez déjà poser vos questions si besoin. Et une réunion d'information sera organisée pour permettre de compléter l'information à ce niveau-là. C'est une amélioration que nous allons introduire en 2022 pour permettre aux entreprises qui auront participé à cette phase 1 d'être en interaction directe avec la FQP au-delà du mail qu'on vous aura envoyé et permettre de répondre à toutes vos questions. Et à l'issue de cette réunion, bien évidemment, vous pourrez confirmer votre intention ou pas de poursuivre le parcours et donc de présenter votre candidature. Donc, on est là au mois de juillet, comme vous le voyez. Avant la fin du mois de juillet, on espère avoir votre fiche d'inscription au prix des bonnes pratiques, c'est-à-dire que là, vous dites ben, « OK, je suis d'accord pour m'engager dans cette deuxième partie du parcours, mais mon dossier, il n'est pas forcément prêt, mais en tout cas, moi, je confirme mon engagement à candidater. » Donc, c'est une petite fiche toute simple qui nous permet de vous compter dans nos futurs candidats. Et donc, de préparer aussi les évaluations qui vont avoir lieu et le planning de ces évaluations à partir de l'automne. Entre-temps, vous avez jusqu'à environ mi-septembre, c'est l'étape suivante que vous voyez, pour finaliser justement sur la base du travail qui aura déjà été fait, de contenu qui aura déjà été amené par tout le travail des étudiants, donc de pouvoir reprendre ce contenu pour le traduire dans le dossier de candidature. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous voyez au tout début là, de cette phase bleue l'attribution d'un référent AFQP. Donc dès lors que vous aurez confirmé effectivement votre volonté de rentrer dans ce parcours de candidature, ce référent AFQP sera là aussi pour vous guider dans le dépôt du dossier. Vous guider, alors pas pour vous tenir le stylo et dire on va rédiger le document avec vous, mais il sera déjà rédigé à 90% parce que vous aurez tous les éléments qui auront déjà été préparés à travers le travail des étudiants. Donc, le référent va vous permettre de faire la transition, de dire voilà comment vous pouvez vous servir de ce dossier qui a été préparé par les étudiants, qui est un dossier à vocation pédagogique, qui n'est pas exactement le dossier de candidature, mais qui est assez proche et qui vous permettra finalement de reporter et de traduire ces éléments dans le dossier de candidature. Et c'est là où le référent FQP vous guide pour faire cette transition entre l'étape 1 et l'étape 2. Voilà. Donc, vous avez voilà, jusqu'à la mi-septembre, entre le moment où vous êtes décidé, donc au cours du mois de juillet, à présenter votre candidature et ce dépôt de dossier, qui nous permettra à la FQP de planifier votre évaluation sur le mois d'octobre-novembre. Donc là, les évaluateurs de la FQP se rendent dans votre entreprise pour évaluer cette bonne pratique et le rapport d'évaluation qui vous sera remis va identifier la maturité de votre bonne pratique et les pistes de progrès. Donc je dirais à ce stade-là, il y aura toujours un bénéfice à votre candidature. Et même si le jury qui va donc statuer au mois de novembre éventuellement n'aboutirait pas à la remise d'un prix, vous aurez toujours une valeur ajoutée à cette évaluation puisque ce rapport d'évaluation, les pistes de progrès qu'il vous propose, les challenges qu'il inclut seront toujours un bénéfice pour vos équipes et vous permettre de repartir sur de nouvelles pistes d'amélioration. Bon, jusqu'à présent, les dossiers sont toujours de très bon niveau et la perspective que cela n'aboutisse pas à un prix, évidemment, on ne peut pas s'engager à la place de, bien sûr, et avant que le jury ait lieu, mais jusqu'à présent montre que ces perspectives sont assez faibles et qu'on a de très bons taux de transition entre le dépôt de dossier de candidature et l'attribution du prix. Voilà, donc cette attribution du prix a lieu au cours d'une cérémonie officielle de remise des prix, qui cette année, vous aurez la chance, si vous êtes candidat, aura lieu au cours de ce grand événement dont vous a parlé Patrice tout à l'heure, qui est le Forum Qualité et Performance Occitanie, avec une large audience qui nous permet enfin
en fin de journée, de valoriser, de faire monter sur la scène toutes les entreprises qui donc sont lauréates à ces prix et les mettre en valeur et vous permettre bien sûr de témoigner et de valoriser tout le parcours que vous avez fait face à cette audience qui est rassemblée, toute la communauté qui est rassemblée ce jour-là au cours de ces grands événements. Voilà, alors j'ai présenté ce parcours, je n'ai pas été interrompue, mais je ne leur ai pas donné l'occasion non plus de s'exprimer par Lucille Dandeli qui représente 3J Technologies et Monsieur Roger pour Eticad, pour vous permettre alors d'apporter votre retour d'expérience sur ce parcours et notamment sur peut-être sur certaines étapes que j'ai évoquées sur lesquelles vous voulez compléter l'information que j'ai pu donner et le bénéfice que vous avez pu en retirer. Donc peut-être Lucille. Alors, bonsoir à tous, merci Eliane. Pour avoir à deux reprises avoir eu recours au partenariat avec l'ESCES, je ne peux que le conseiller, bon, sur plusieurs aspects. Quand on se lance dans une démarche de se dire on candidate à un prix, bon, ce qui était notre cas, puisqu'on est une petite entreprise d'une dizaine de collaborateurs, ça peut faire un peu peur de se dire mais quelles vont être les grandes étapes, voilà, à qui je vais pouvoir le déléguer en interne. Donc c'est vrai que c'était un parcours assez sécurisant pour nous et surtout de se dire qu'on avait un accompagnement de personnes qui sont en formation et surtout une richesse puisque forcément c'est un groupe de plusieurs personnes donc issus de milieux professionnels différents, donc avec vraiment une ouverture d'esprit et surtout un regard totalement neuf puisqu'ils connaissent pas du tout l'entreprise. Donc déjà, rien que pour ça, je dirais que ça ne peut être que positif d'ouvrir son entreprise à des personnes qui ne connaissent pas et d'avoir déjà ce pré-diagnostic avec déjà l'identification de points forts et de points à améliorer. Et si je vais un petit peu plus loin dans l'accompagnement, de se dire j'ai quand même un groupe d'étudiants qui m'accompagne et qui est disponible dans la formalisation et déjà dans une première ébauche de dossier. Je pense que pour des petites entreprises ou même des plus grosses, ça peut être quand même très opportun, très valorisant. Et c'est vrai que je dirais que, on va dire que de se dire après, je fonce au prix, on se pose pas vraiment la question puisqu'on est quand même déjà, voilà, on a des bonnes fondations, on est déjà presque prêt, voilà, à se dire bon je franchis le cap. Et au final, ce n'est que du plus puisque vous ouvrez votre entreprise à des professionnels qui vont venir sur site, vous évaluer et à la fin, comme disait bien, même s'il n'y a pas un prix, au final, on en ressort avec plein de nouvelles idées, plein de pistes d'amélioration pour améliorer ses bonnes pratiques et son système. Donc au bout du bout, ça ne peut être qu'un plus. Et effectivement peut-être une facilité dans la formalisation et l'accompagnement, que ce soit une équipe de direction, mais aussi une équipe de collaboratrices et de collaborateurs dans une démarche pour aller chercher un prix. Donc que du positif. Et concrètement, Lucille, donc Eliane a rappelé le processus. Oui. Comment ça s'est passé avec les étudiants? Ils sont venus te voir, ça s'est fait à distance? Nous, on a eu la chance, quand on a fait l'accompagnement ESCES, c'était bien avant la Covid, donc on a pu recevoir les étudiants sur site pour déjà une prise de contact et déjà pour un peu échanger sur, déjà présenter l'entreprise, voilà, faire un pré-diagnostic ensemble. Et après, on a échangé soit par téléphone, soit par mail. Mais c'est vrai que voilà, on a eu la chance d'avoir une visite sur site et après on a échangé ensemble et ils ont toujours été très disponibles. Voilà, essayer aussi voilà, de creuser la réflexion, de poser des questions, voilà, de voir un peu comment fonctionnait l'entreprise, comment étaient articulés aussi les outils en interne. Donc vraiment un accompagnement
je dirais quand même poussé. Et même, nous, on a eu la chance d'avoir des étudiants qui nous ont demandé, même après l'évaluation, comment ça s'était passé. Donc, vraiment que du positif. Et c'est vrai que si je devais le conseiller, je dirais de foncer parce que c'est sécurisant et rassurant. Très bien. Monsieur Roger, vous Oui, souhaitez compléter sur la manière dont s'est passé cet accompagnement chez vous? oui, j'ai un peu le même retour d'expérience euh, que j'ai vécu parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment trouvé que les étudiants d'ESCES avaient vraiment un bon niveau. Euh, ce qui est, parce que j'ai l'habitude de prendre des alternants, moi, en développement, en commerce, etc. Et je trouvais qu'ils avaient une maturité beaucoup plus intéressante que ce que je peux retrouver sur les marchés du développement ou du commerce aujourd'hui. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir une personne de l'ESCES pendant un an qui avait vraiment un niveau. Enfin, j'avais l'impression d'échanger vraiment avec quelqu'un de mon niveau pour pouvoir faire progresser l'entreprise. Et après, effectivement, les échanges que j'ai pu avoir les étudiants de l'ESCES pour préparer les bonnes pratiques, ben moi, tout s'est fait à distance parce que c'était en période Covid. Mais par contre, voilà, si j'étais en période d'embauche, je pense que j'aurais pu dénicher voilà, des pépites dans l'équipe, quoi. D'accord. Mm. Et j'avais une question aussi pour vous, Monsieur Roger et Lucille. Moi, ce que je trouve d'intéressant, au-delà de l'apport technique que peuvent apporter les étudiants sur l'appropriation du modèle FQM, c'est le fait que ce soit entre guillemets, des jeunes. Alors, autant peut-être qu'ils n'ont pas finalement ce background, je dirais, entreprise, mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir quelle lecture ils ont, ces jeunes générations qui sont certainement, enfin, qui sont les futurs talents et peut-être vos futurs collaborateurs, quel regard et quelle perception ils ont de votre organisation. Est-ce que vous avez senti une sensibilité particulière par rapport à ce que aurait pu faire un consultant, je dirais, rodé, voilà, aux organisations, mais qui n'a pas forcément voilà, cette vision, j'allais dire, nouvelle génération, nouvelles attentes vis-à-vis des entreprises. Est-ce que vous avez senti voilà, une façon particulière d'appréhender votre organisation? Vous l'avez vu, ce n'était pas une question préparée, hein. Je prends la parole. Moi, j'ai trouvé vraiment, alors, comparé avec un consultant, bon, je ne sais pas si j'en ai la capacité, mais en tout cas, j'ai trouvé de la part de ces étudiants euh, une curiosité et surtout, voilà, une soif de découvrir peut-être autre chose que leur propre entreprise et vraiment de proposer, enfin, de nous questionner et de fait de nous proposer, voilà, plein d'opportunités, plein d'idées. Donc après, on est preneur ou pas, mais vraiment une richesse dans les propositions qu'on a pu nous faire, quoi. Une Donc sensibilité après, pour nous, particulière, quoi. voilà, c'est totalement bénéfique. Et après, ben voilà, on prend et ça peut être après, ben voilà, déployé sur du plus court terme et après plus ou moins à long terme, mais vraiment et des choses parfois qui après réflexion on se dit ouais ben c'est vrai, mais on est tellement plongé dedans que voilà, avoir 4-5 étudiants à notre disposition et disponibles pour nous, ben, c'est hyper enrichissant, quoi. Très bien, merci. Monsieur Roger? Oui, bah, j'ai le même sentiment que Lucie, là. C'est vraiment leur étonnement dans la présentation. Moi, quand j'aurais présenté notre système de management, ils étaient assez étonnés d'avoir du concret. Et ils se sont pas laissés abattre par rapport à tout ce que j'aurais pu leur montrer. C'est qu'ils ont posé des questions et
qui m'ont fait mouche, quoi. Je me suis dit, tiens, bah, ils sont pas bêtes, les petits jeunes là. D'accord. Après, c'est vrai, on n'a pas parlé aussi de l'accompagnement dans la rédaction proprement dit. C'est que moi, je suis directeur d'entreprise, je suis pas forcément responsable qualité au quotidien, donc j'ai pas forcément le bon langage et la bonne approche. C'est vrai que j'ai peut-être trop l'approche résultat, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la relecture de mon dossier qui fait que ça m'a fait prendre plus de recul sur l'organisation qui avait été mise en place. Et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que du coup, ça nous aide à poser des mots sur comment on est organisé pour mieux le vendre aussi en interne. Et aussi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir aussi nos clients chez nous, les grands comptes, pour leur montrer notre capacité à faire et leur montrer la pérennité de l'entreprise à travers une organisation solide, quoi. Et donc, du coup, moi, mon relecteur sur ma démarche m'a fait vraiment prendre conscience que, effectivement, c'était une démarche solide, mais qui aussi valait le coup d'être partagée avec d'autres personnes de l'Occitanie, de la FQP Occitanie. D'accord. C'est vrai que pour moi, il y a eu 3 étapes intéressantes. C'était les rencontres avec les étudiants, la relecture avec, avec mon auditeur et avec mon relecteur. Et après, l'audit proprement dit. En fait, je m'attendais vraiment à une évaluation plutôt qu'un échange constructif sur la bonne pratique et qui pousse encore plus loin sur la bonne pratique. C'est pas juste un audit où je note les mauvais points. Vous avez mis ça en place, et ben là vous pouvez aller encore plus loin, notamment sur les parties prenantes, en disant vous avez des attentes de vos parties prenantes, mais vous avez aussi des attentes de leur part. Il faut vérifier que ça correspond bien à ce que vous attendez de leur part. Tout à fait. Alors, je ne sais pas, Eliane, si tu as des questions. Moi, j'ai une question qui m'a été posée en direct. Donc, Non, il n'y a pas de question pour le moment. alors, j'ai une qui m'a été adressée en direct. Alors, c'est sur alors, j'en ai deux, mais je vais les mettre dans la même catégorie. C'est sur le profit des entreprises par rapport voilà, aux entreprises qui ont déjà bénéficié de ce dispositif-là. Est-ce que voilà, il y a une taille d'entreprise, un secteur d'activité, voire même un niveau de maturité qui se dégage? Voilà, est-ce qu'il faut avoir un système de management de la qualité? Est-ce qu'il faut être une grande entreprise? Bon, on vient de voir avec les deux interventions on a deux PME, mais voilà, est-ce qu'on a des éléments là-dessus pour montrer le caractère accessible du dispositif? Certainement, c'est ce qu'il y a derrière la question. Eliane ou Christine? Oui. Je peux peut-être apporter une première réponse. Si on regarde les entreprises qui ont été accompagnées ces dernières années, on retrouve vraiment tout type d'organisation, toute taille aussi. Et ce sont des entreprises ou des organisations qui ont des maturités en termes de démarches QSE notamment très différentes. Puisque ce qu'on aime bien citer, me semble-t-il, c'est l'année où les étudiants ont accompagné une entreprise qui gère des salons de tatouage. Ouais. Mais on a aussi eu des étudiants qui ont accompagné des entreprises de très grande taille dans le domaine de l'aéro, donc aussi très engagés dans des démarches de certification. Donc je crois que
par rapport à ça, il ne faut pas faire de raccourci entre la typologie de son entreprise, son organisation ou son service et l'intérêt et l'accès au prix. D'accord. Très bien. Eliane, tu veux compléter Oui. sur ce point-là ou... J'adhère complètement à la réponse de Christine. Et puis, effectivement, il n'y a pas de filtre à poser par rapport à ce dispositif, que l'on soit certifié ou pas, que l'on soit PME ou grande entreprise, et quel que soit le secteur d'activité. Ce modèle EFQL, justement, a cette qualité d'accueillir tous les profils différents, des caractéristiques d'entreprises différentes qui pourraient être intéressées. Et on n'est pas dans une approche effectivement de certification où on a à remplir avec toute la valeur ajoutée, bien sûr, que peut avoir une certification, mais avec une approche différente où vous devez répondre aux exigences d'un référentiel. Là, vous êtes sur une échelle de maturité. Donc, effectivement, vous pouvez vous dire, je pars peut-être d'un petit peu loin parce que je n'ai pas de certification préalable ou alors j'ai déjà une certification préalable et je veux me challenger. Dans tous les cas, vous aurez un résultat sur un degré de maturité, sur une échelle de maturité qui vous permettra de rebondir et d'aller encore plus loin dans le processus d'amélioration continue. Donc, on a accueilli effectivement tout type de profils, débutants, matures, et quel que soit le secteur d'activité, la taille d'entreprise, je confirme par retour d'expérience de plusieurs années que tous les profils sont les bienvenus. D'accord. Et puis peut-être pour compléter, peut-être que le point commun de ces entreprises, c'est cette culture de, voilà, de se faire challenger, de bénéficier du regard extérieur. Et aussi, et ce qui est aussi un enjeu important, c'est de contribuer à la montée en compétence des étudiants. Donc voilà, comme le disait tout à l'heure en introduction, Christine, c'est du gagnant-gagnant. Vous allez prendre du plaisir à vous faire accompagner, c'est à forte valeur ajoutée. Et puis également, vous allez aider les étudiants à construire leur parcours professionnel. Donc je pense que c'est un dispositif dans lequel chacun de nous a intérêt à s'impliquer. Peut-être dernière question sur le nombre d'entreprises qui sont engagées dans ce dispositif-là depuis le début. Parce que certaines se sont présentées plusieurs fois, voilà. Mais moi, je dirais, sous le contrôle d'Eliane aussi, qu'on doit être à peu près à une cinquantaine maintenant. oui, quand même. Oui, alors j'ai cet ordre de grandeur en tête. J'avais été chercher l'information, mais j'ai pas mon document pour avoir le chiffre précis. Mais bon, voilà, ce dispositif existe depuis 2018. Donc c'est significatif. Voilà, donc voilà, et donc on a parce qu'on voit les promotions, on a à peu près 12 à 18 candidats chaque année, en tout cas, qui s'engagent dans le dispositif. Au moins plus de la moitié qui traduisent leur engagement ensuite sur une candidature au prix. Super. Mais pour certains qui reviennent l'année suivante après avoir expérimenté, comme je vous le disais, une première année sans être passé sur la phase 2. Voilà, donc ne soyez pas inquiets, allez-y, expérimentez la phase 1 et puis on revient vers vous vers le mois de juillet pour voir avec vous si vous souhaitez monter sur le podium. Voilà, écoutez, en tout cas, merci Eliane. Écoutez, on espère vous compter parmi la promo 2022, j'ai envie de dire. Dernière chose, Eliane, de façon très pratique, pour s'inscrire, tu l'as peut-être dit, mais je suis intéressé par le dispositif. Comment je procède? Alors, donc déjà, vous allez pouvoir exprimer votre intention de candidater parce que dans l'enquête de satisfaction qui va vous être envoyée par mail à l'issue de cette conférence, nous avons introduit cette question. Êtes-vous intéressé? Vous pourrez dire oui. Et si vous êtes intéressé, dans la foulée, n'oubliez pas, vous avez en pièce jointe du mail le formulaire d'engagement. Renvoyez-le immédiatement pour ne pas oublier. Et comme ça, nous, ensuite, on vous prend en charge pour la suite du processus. Voilà. Et je renvoie à qui? Je renvoie à l'adresse mail qui est indiquée dans le formulaire lui-même.
Très Voilà. bien. Et s'il y a une moindre question, le mail que vous allez recevoir de la FQP ce soir avec cette enquête et ce formulaire, vous pouvez y répondre si vous avez une question. Bien. Eh bien, écoutez, merci. On restera sur ces mots. Merci pour votre participation. J'espère qu'elle aura répondu à vos attentes et encore une fois qu'on vous comptera parmi les prochaines entreprises engagées dans le dispositif. Je souhaitais aussi remercier l'ensemble des intervenants, Monsieur Roger, Lucille, Eliane, Christine, pour cette présentation. Et puis, écoutez, on vous dit à très bientôt à l'occasion de nos prochains événements.